Bonjour à tous, bienvenue dans notre webinaire sur le décret tertiaire. Nous sommes ravis de vous accueillir ce mardi 10 mai. Nous attendons encore quelques minutes que les derniers inscrits se connectent. Je vous donne rendez-vous vers 9h02 ou 3. À tout de suite. Bonjour à tous, nous sommes très heureux avec Thibaut Jette de Fidal de vous recevoir dans notre webinaire sur le décret tertiaire. Nous allons commencer. Tout d'abord, pour toutes les questions que vous aurez, n'hésitez pas à les poser dans le petit encadré à cet effet. Nathalie, qui est avec moi, fera le modérateur à la fin de la session pour pouvoir y répondre. Nous prévoyons 45 minutes de présentation, à l'issue desquelles nous répondrons à vos questions. Eh bien, écoutez, on va dire c'est parti. Je m'appelle Sylvie Méran-Ifra. Je suis directrice marketing et engagement chez Sobre Énergie. Et avec moi, Thibaut Jeb. Thibaut, je te laisse te présenter. Bonjour à tous, donc Thibaut Jeb, avocat associé cabinet Fidal. J'interviens au sein du cabinet avec une double compétence en matière environnement et une compétence en matière immobilier. Eh bien, bonjour à tous. Attendez, j'ai un petit effet. Donc, très rapidement, pour présenter Sobre Énergie, nous mélangeons les bâtiments, les data et les hommes pour pouvoir justement réussir la transition énergétique. Et parmi nos clients, des collectivités comme des entreprises. Nous associons pour cela différentes compétences que sont les data analystes et la data en fait énergétique que nous mesurons sur les bâtiments, les energy managers qui, à partir de ces mesures, vont construire des scénarios dynamiques et évaluer les actions à réaliser pour baisser les consommations énergétiques. Et ensuite, ces energy managers vont pouvoir lancer ces actions et mesurer l'impact de ces actions. De façon transverse et parallèle, nous avons… Excuse-moi Sylvie, Nathalie. petite intervention. Je pense que nos participants ne voient pas la présentation. Ah, d'accord. Ah. Alors, Nathalie, Oui. je parle sur ton contrôle. Oui. Voilà, c'est bon. Est-ce que c'est bon? Ah ben écoutez, merci beaucoup de cette intervention. On aurait pu continuer comme ça en aveugle.
Voilà. Et merci à madame qui confirme que c'est bon. Merci beaucoup. Ah ben super, on va même mettre peut-être la caméra pour dire qu'on est là. Alors, très rapidement, peut-être, Thibaut, quelques mots sur Fidal. Oui, rapidement. Donc, Fidal, c'est un grand cabinet d'avocats qui est implanté un petit peu partout en France, pour faire court, qui propose à sa clientèle des disciplines qu'on peut qualifier d'historiques. Je pense notamment au fiscal, au droit social, etc. Et le cabinet propose également des disciplines plus récentes qui témoignent de l'évolution de notre société actuelle. Je pense à l'environnement, au droit de l'énergie. Et donc, le cabinet a une volonté actuelle de casser les frontières entre les différentes disciplines et de créer des passerelles entre elles en vue de favoriser les synergies et la pluridisciplinarité. Et le décret tertiaire en est le bon exemple dans la mesure où il fait appel à différentes matières, disciplines classiques. Donc, je pense au droit immobilier, au droit de l'environnement, à l'énergie. Voilà, c'est toutes ces matières qui sont impliquées qui sont mobilisées par ce décret. Auquel vous êtes tous les jours confrontés et qu'il faudra gérer effectivement quand on quand on va développer des actions autour du décret tertiaire. Donc, un savoir-faire multi-expertise, comme tu l'as souligné. Alors, ce matin, nous allons prendre la parole sur ces 4 éléments que vous voyez à l'écran sommaire. Le décret tertiaire et opérate, ce qui est demandé, et nous ferons un petit focus sur le dernier arrêté paru début avril. L'importance de former une équipe, puisque le sous-titre de cette intervention, c'est la collaboration entre propriétaires et locataires pour atteindre les objectifs du décret tertiaire, les outils juridiques nécessaires à cette bonne marche de collaboration entre ces 2 acteurs, et puis les outils techniques pour pouvoir justement travailler les objectifs et atteindre les différents paliers d'économie demandés par le décret tertiaire. Très rapidement, le décret tertiaire, vous le savez tous, c'est 5 éléments importants. Thibaut, oui, dis-nous rapidement. On va effectivement essayer de faire une synthèse pour qu'elle soit la plus complète possible. Donc, le décret tertiaire, tout le monde parle de décret, mais en réalité, c'est un dispositif juridique qui est plus complet que cela, hein, qui s'inscrit au-delà du simple décret. Donc, ça part d'une loi, la loi Elan du 23 novembre 2018, qui est venue fixer les grands principes dans le Code de la construction et de l'habitation. Cette loi Elan a été précisée dans la partie réglementaire du Code de la construction par un décret de juillet 2019. C'est le fameux décret dit tertiaire. Et cet arrêté a lui-même été précisé par des arrêtés d'application. Donc, on descend dans la hiérarchie des normes. Et plus on descend dans cette hiérarchie des normes, plus les textes sont précis et techniques. Et tout en bas de la hiérarchie des normes se trouvent les arrêtés. Donc, un arrêté dit méthode du 10 avril 2020 qui a été complété par 2 autres arrêtés, l'arrêté valeur absolue 1 et l'arrêté valeur absolue 2, très récent, que Sylvie évoquera tout à l'heure. Oui. La loi fixe des objectifs d'amélioration de la performance énergétique des bâtiments. Elle propose 2 méthodes pour ce faire. Une méthode dite valeur relative, qui est fixée en réalité, qui consiste à comparer 2 années. Les assujettis vont choisir une année de référence qui ne peut être, disent des textes, antérieurs à 2010 ni correspondre à 2020. Donc, c'est la première méthode, donc la méthode valeur relative qui consiste à comparer 2 périodes de consommation. Et la deuxième méthode qui est prévue est la méthode dite valeur absolue, qui consiste à se fixer un objectif en termes de valeur. Alors là, je parle sous le contrôle de Sylvie. Oui. Et donc, ces valeurs, ces objectifs fixés en termes de valeur sont fixés par la voie réglementaire, par les arrêtés que l'on vient d'évoquer, et ils sont fonction de la catégorie du bâtiment.
Donc, le dispositif, il concerne tout bâtiment, partie de bâtiment ou ensemble de bâtiments qui hébergent des activités tertiaires sur une surface de plancher supérieure ou égale à 1000 m². Alors, à l'origine, la loi Elan avait prévu que le dispositif du décret tertiaire s'appliquait aux seuls bâtiments existants au jour de la publication de la loi, c'est-à-dire ceux qui existaient au 24 octobre 2018. Donc, sous-entendu, tous ceux qui étaient édifiés ensuite n'étaient pas concernés par le dispositif. Il y a eu une évolution l'été dernier avec la loi climat et résilience qui est venue étendre le dispositif à tous les bâtiments existants, quelle que soit leur année de mise en service. Donc aujourd'hui, c'est tous les bâtiments qui sont concernés dès lors voilà, que le seuil de surface est dépassé. Ensuite, on complétera par le fait que l'année 2020 et l'année 2021 sortent du dispositif quand même. Absolument. Ouais. Quelques mots sur les assujettis maintenant, puisque c'est un peu la clé en fait, de l'application du dispositif. En fait, la loi est venue énumérer des assujettis et elle prévoit que sont assujettis au dispositif, donc sous-entendu sont responsables, les propriétaires et le cas échéant, c'est l'expression qui est retenue par la loi, les preneurs à bail. Et en fait, beaucoup de gens ont une première approche qui consistait à penser que c'était les propriétaires qui étaient visés en premier lieu, enfin, qui étaient considérés comme responsables à titre principal des obligations en la matière, et que les preneurs à bail intervenaient ensuite à titre subsidiaire. En fait, c'est une erreur, hein, puisque quand on va voir les débats parlementaires, on se rend compte que le législateur a véritablement voulu attraire dans le dispositif les propriétaires et les locataires sur un pied d'égalité, si je puis dire. Donc, c'est important de l'avoir à l'esprit. Et donc, le législateur fixe les assujettis, donc le propriétaire et le locataire. Et ensuite, c'est pour ça que on dit toujours que c'était facile à écrire de la part du législateur, puisqu'ensuite, il invite les parties au bail à s'organiser entre elles en vue d'atteindre des objectifs. Donc, il y a un renvoi très clair qui est fait au bail en vue d'organiser cette relation contractuelle pour parvenir à l'atteinte des objectifs. En cela, cette relation contractuelle devient un des grands enjeux du décret tertiaire dans son pragmatisme, quoi. Tout à fait. Et donc, pratiquement, donc dans le contrat, ça va se traduire par la mise en place, par la discussion et la mise en place entre les parties d'un programme d'action. Et il va y avoir un contrôle, évidemment, qui va être fait par l'administration. Et l'administration appréciera l'atteinte des objectifs au vu de déclarations à faire par chacune des parties sur une plateforme dédiée, donc dite Opérate, sur laquelle Sylvie va revenir. Les contrôles étant prévus pour tous les 10 ans, par rapport justement aux phases définies. Donc 2031, 2041 et 2051, on laisse aux propriétaires comme aux locataires des tranches de 10 ans afin de se conformer aux objectifs demandés par Opérate. Nous verrons quand nous déclarons sur Opérate, en fonction des éléments déclarés, les objectifs sont définis et ensuite au propriétaire ou au locataire de montrer qu'il a bien atteint ses objectifs, de le prouver et de montrer le plan d'action qu'il a mis en œuvre pour ce faire. Très rapidement, quand on parle d'activité tertiaire, de quoi parle-t-on, Thibaut? On parle de bureau. Oui, on parle de bureau. En réalité, la définition, elle est faite par la négative, si je puis dire, dans la mesure où les textes nous précisent que ce qui relève d'une activité tertiaire, c'est tout ce qui ne relève pas du secteur primaire ou du secteur secondaire. Donc, le secteur primaire, ce sont les activités d'exploitation des ressources naturelles, tandis que le secteur secondaire, ce sont les activités de transformation des matières premières issues du secteur primaire. Et donc, tout le reste relève du tertiaire et on se rend compte sur cette slide que le domaine est très vaste. C'est vrai. Jusqu'au parking, et là, on en parlera de façon spécifique parce que c'est un peu plus compliqué que ça pour le stationnement. Les gares, les musées sont exclus des éléments assujettis, les bâtiments cultuels et
les bâtiments réservés à la défense. Donc là, on passe rapidement sur l'unité foncière parce qu'on en parlera dans la suite. Oui, et ça, quelques précisions parce que c'est important. Enfin, on revient à nouveau sur la répartition qui est prévue entre ce qui relève du propriétaire et ce qui relève du locataire. Le décret est venu énumérer un certain nombre de leviers d'action pour permettre aux parties de remplir les objectifs en la matière. Et donc, on voit voilà, que le premier volet, c'est celui de la performance énergétique des bâtiments, qui concerne plutôt le propriétaire, on a envie de dire. Et plus on descend dans ces leviers, plus on se rend compte que ce sont des leviers qui portent sur l'occupation des locaux. Et donc, c'est bien la démonstration que les locataires sont aussi bien concernés par le dispositif que les propriétaires. Voilà, on parle de comportement des occupants, d'adaptation des locaux à un usage économe en énergie. Ce sont bien des leviers là, qui relèvent, enfin, qui sont entre les mains des locataires. Absolument. Alors, on va passer très rapidement sur les éléments nouveaux de l'arrêté valeur absolue 2. Sachant que nous prévoyons un webinaire le 19 mai et nous passerons en revue tous les articles, notamment qui apportent de la nouveauté par rapport aux arrêtés précédents. Mais bon, dans le cadre de ce webinaire, on s'est dit avec Thibaut qu'il fallait quand même qu'on vous en parle. Vous aurez la présentation sur demande et nous avons sélectionné en fait les 5 éléments les plus importants, sachant que la raison d'être de ce deuxième arrêté était de fixer les valeurs absolues. Vous vous rappelez, Thibaut, vous avez expliqué qu'il y avait 2 façons d'atteindre des objectifs par année de référence, par comparaison par rapport à une année de référence avec les fameux moins 40, moins 50, moins 60. Et puis, il y a une deuxième façon qui est une façon dite valeur absolue, qui est un objectif de consommation énergétique par mètre carré. Et l'arrêté 1 comme l'arrêté 2 détaillent les différents bâtiments, leur nature et leur fréquentation. Pardon. Donc, cette deuxième arrêté fixe les valeurs absolues en métropole. Excusez-moi, je prends un peu d'eau. Pour le commerce, les édifices culturels, les salles de spectacle, l'hôtellerie, les gares, l'enseignement supérieur et la petite enfance. Sachant qu'on a un arrêté valeur absolue 3 qui devrait très très rapidement sortir pour tout ce qui va être bâtiment dans les dom-toms. Quels sont les éléments à retenir? Cet arrêté a été particulièrement intéressant pour définir ce qu'est une entité fonctionnelle, puisqu'on ne parle que de l'entité fonctionnelle. C'est bien une unité de production, d'activité géographiquement individualisée, exploitée par une entité juridique. On insiste beaucoup sur la notion d'unité géographique qui était peu définie dans les arrêtés précédents. On reviendra le 19, vraiment, mais sur les éléments plus techniques et en détail. Là, je balaye vraiment rapidement. Une précision sur les modulations. Effectivement, vous le savez, quand on ne peut pas atteindre les objectifs fixés, puisque, par exemple, un des éléments justifiant cette modulation, c'est le ROI des investissements est beaucoup plus important que, enfin, l'investissement est plus important que le retour sur investissement. Il y a donc des modulations à faire. En revanche, la valeur absolue modulée ne peut pas être supérieure à la consommation énergétique de référence. Si en effet, on prend une consommation énergétique de référence, ben, on ne va pas pouvoir travailler une valeur absolue plus basse. Ensuite, on revient sur la mutualisation des résultats au niveau d'un parc ou au niveau d'un parc immobilier l'ensemble du parc immobilier ou au niveau d'unités plus petites que le parc. L'arrêté 2 va être plus disserte sur comment noter la mutualisation de ces objectifs. L'agrégation, donc on fait une différence entre les objectifs mutualisés qu'on va pouvoir répartir
sur tout le patrimoine, sur tout le parc, et l'agrégation des résultats de plusieurs entités, qui est notamment importante quand le bâtiment est en multi-occupation. On insiste également sur ce qu'est la surface de consommation énergétique. Attention, la surface de consommation énergétique n'est pas nécessairement la surface assujettie. Un exemple est donné avec les stationnements, puisque ça fait partie des surfaces de consommation énergétique, mais les stationnements, les parkings ne sont pas assujettis. Attention avec les parkings, quand il s'agit de parking avec de la vente de parking, comme les parkings qu'on utilise dans le milieu urbain et on paye sa place de parking, bien sûr c'est tertiaire, bien sûr c'est assujetti, mais les places de stationnement liées à un bâtiment ne le sont pas. Mais ça fait partie des surfaces de consommation énergétique. Alors, ils font le détail sur l'éclairage public et ils font le détail aussi sur les IRBE, c'est-à-dire les bornes les bornes électriques pour recharger les automobiles. Donc, ce sont les 5 éléments qu'on a cru bon de vous ressortir dans cette présentation, mais nous reviendrons de façon plus détaillée sur les grands éléments de cet arrêté 2 qui va fixer, qui a le mérite de fixer de nombreuses définitions pour la bonne marche de la déclaration sur Opérate. Et Opérate, on y vient. Donc, Opérate, alors avant de parler d'Opérate, pardon, on s'est arrêté sur eh bien, à quoi va ressembler l'attestation numérique. On le voit bien. Si vous voyez à l'image, vous avez l'attestation numérique en relatif et l'attestation numérique en objectif modulé, s'il y avait de la modulation possible. Et vous avez aussi dans cette attestation des éléments en absolu. Quelles sont les sanctions Eh bien, les sanctions si on ne suit pas le décret tertiaire, le name and shame. On va publier en 2031 eh bien, la liste des mauvais élèves. Si les mises en demeure sont restées sans effet, il y a des amendes et il y a une note éco-énergie tertiaire que dont chaque bâtiment héritera, même s'il est multi-occupé. C'est-à-dire que si un propriétaire fait tous les efforts, mais que les locataires ne font pas tellement d'efforts, eh bien, la note s'en ressentira. Si les locataires font des efforts, mais le propriétaire non, eh bien, la note s'en ressortira. Donc, cette note-là est faite aussi pour créer cette émulation de groupe entre propriétaires et locataires pour qu'ensemble, ils arrivent à la note la plus importante. Oui, avec 2 remarques sur ces sanctions. Pratiquement, on se rend compte que c'est finalement la notation que tu viens d'évoquer qui se révèle être la sanction la plus dissuasive, puisque cette notation va indubitablement devenir un élément de RSE, d'appréciation de l'image vertueuse de telle ou telle société en matière environnementale. Et aussi, on se rend compte que cette notation va avoir un impact sur la valeur du patrimoine assujetti. Plus la notation est en basse, plus la valeur du patrimoine aura vocation à diminuer. Et l'autre remarque que je voulais faire, c'est qu'il faut avoir à l'esprit également que les sanctions ont vocation à évoluer. L'ADEME est assez clair sur ce point quand on va regarder ces remarques. Et aussi quand on s'en tient à ce qui se passe dans d'autres domaines, et j'en prends pour témoin le domaine de l'habitation, puisqu'on se rend compte que la loi climat et résilience, je reviens sur elle, mais à l'été dernier, est allée instituer des impossibilités de louer des locaux d'habitation qui ne répondront plus à certains critères de performance énergétique. Et la même loi climat et résilience est venue fixer des modalités d'encadrement des loyers des logements énergivores. Et on peut se demander si la passerelle ne va pas se faire, s'il ne va pas y avoir une espèce d'effet vase communicant entre ce qui se passe en matière d'habitation et ce qui se passe en matière de taxes. Aujourd'hui, le phénomène est trop jeune pour qu'on puisse donner des évaluations ou des dévaluations ou des valorisations par rapport à la note éco-énergie tertiaire. Il n'en demeure pas moins que dans les 8 années qui viennent, il y aura presque une due deal sur cette performance énergétique du bâtiment
elle va compter comme élément de valorisation du patrimoine. Et dernière remarque, les acteurs n'ont pas attendu, hein, puisque nous, on est saisi au cabinet de demandes de clients qui sont en cours d'acquisition d'éléments de patrimoine et qui se posent la question de savoir combien le décret tertiaire va leur coûter s'ils deviennent propriétaires des dits biens. Donc, la question se pose d'ores et déjà. La question se pose, la question se mesure. Et nous sommes en possibilité, alors chez Sobre avec Fidal, d'évaluer les trajectoires énergétiques et les dépenses qui seront nécessaires pour atteindre les objectifs du décret. Donc, on vous vraiment invite à faire des scénarios de vos bâtiments en termes, bien sûr, de réglementation, mais à le lier également avec la valorisation du patrimoine. Donc, très rapidement, Opérat, puisque Opérat vous donne son premier rendez-vous jusqu'au 30 septembre 2022. Donc, bon, je pense qu'on l'a assez dit sur les ondes et sur le net. Opérat, c'est bien l'Observatoire de performance énergétique dédié au décret tertiaire et développé par l'ADEME. Aujourd'hui, on peut créer un compte. On ne peut guère faire plus pour l'instant. Donc, très rapidement, créer son compte, et je pense que vous l'avez déjà tous fait, créer les comptes utilisateurs, renseigner les données patrimoniales. Pour l'instant, je pense que ce n'est pas encore possible. Une fois que ces données patrimoniales sont renseignées en général par le propriétaire et l'année de référence est déterminée en général aussi par le propriétaire, puisque c'est celui qui va rester, on va dire, de manière pérenne par rapport à ses locataires. Il demande ensuite à ses locataires de renseigner les données de consommation, les indicateurs d'intensité d'usage et l'attestation annuelle avec l'évaluation des objectifs vaut pour tout le bâtiment. Très rapidement, vous avez à l'écran toutes les données. Qu'est-ce qu'on entend par données bâtimentaires? Les situations de référence, les consommations annuelles. On a mis également des données facultatives qui sont intéressantes, non pas à déclarer à Opérat parce qu'elles sont facultatives, mais à suivre pour vous, pour établir vos trajectoires. Ce sont des éléments qui sont donnés, donc comme je l'ai dit, soit par le propriétaire, soit par le locataire. En général, le propriétaire déclare, envoie au locataire les numéros de déclaration, enfin les numéros bâtiment, les numéros d'inscription. Et sur ces numéros d'inscription, les locataires renseignent les années de consommation de référence en consommation et puis toutes les consommations qu'il va réaliser sur l'année en cours. Donc, comme je disais, il y a un identifiant unique bâtimentaire et en général, c'est à partir de cet identifiant-là, en général, mais ça, c'est toujours du général. Quelquefois, les locataires prennent en charge le travail, entre guillemets, du propriétaire. Quelquefois, ce sont les propriétaires qui prennent en charge le travail des locataires et quelquefois, c'est chacun son sujet. Tout va dépendre de la nature des propriétaires, de la nature des locataires et de la maturité que chaque partie a et ce qu'il veut bien endosser comme responsabilité. Donc, ces locataires et ces propriétaires peuvent créer aussi un profil mandataire, c'est-à-dire un tiers qui va pouvoir déclarer pour eux, pour propriétaires et locataires, les différents éléments. À quoi sert Opérat? Pour l'ADEME, l'ADEME est l'administrateur de la base de données, puisque une des grandes fonctions d'Opérat va être de générer des statistiques, des benchmarks de consommation énergétique par type de bâtiment en fonction des lieux géographiques et des fréquences. Et puis, vous avez des agents chargés de contrôle qui vont utiliser Opérat pour justement effectuer leur contrôle. Ça, c'est un peu ce que dit la loi par rapport à la déclaration pour le propriétaire et pour les preneurs à bail. Oui, donc à nouveau sur ce point, on parlait d'une liberté contractuelle tout à l'heure.
C'est précisément le cas en matière de déclaration, puisque la loi renvoie à nouveau aux parties le soin de s'organiser entre elles, comme l'indiquait à l'instant Sylvie. Et la loi assume pleinement cette position-là, si je puis dire, dans la mesure où explicitement, il est prévu que le propriétaire et le locataire donnent mandat à un prestataire tiers, qu'ils se donnent délégation entre eux. Enfin voilà, tout est permis et c'est écrit explicitement au sein des textes en la matière. Donc voilà. Mais là où tout est permis, il faut savamment organiser. Donc, effectivement, les parties en présence sont les exploitants des entités fonctionnelles qui vont, elles, avoir la responsabilité des consommations d'énergie liées aux équipements. Les propriétaires qui, eux, vont avoir comme responsabilité tout ce qui va être enveloppe et performance des systèmes techniques. Et puis les syndicats de copro ou les associations de copro qui, eux aussi, peuvent avoir un rôle sur le maintien de la performance énergétique du bâtiment ou le maintien des objectifs mis en place par les exploitants et les propriétaires. Les syndics peuvent être aussi force de proposition pour les travaux d'amélioration et le suivi des objectifs par trajectoire consentie. Donc, cette note éco-énergie tertiaire dont on parlait tout à l'heure, on en reparle ici pour bien montrer que c'est finalement le tampon de la bonne entente et de la bonne coordination et de la bonne coopération entre propriétaires et locataires. Elle doit être rendue publique et affichée dans tous les bâtiments. Récemment, on a assisté à plusieurs webinaires de la part du ministère qui insistent sur le fait que 2022, c'est aussi l'année du droit à l'erreur, je dirais un petit peu avec cynisme, de tous les côtés, et du propriétaire, du locataire et même d'opérate, mais ça c'est entre nous. Donc il y a de la souplesse. 2020 et 2021, comme évoqué précédemment, ne sont pas représentatives. 2022 va être l'année la plus chargée parce qu'on va inscrire de façon administrative toutes les entités. Et c'est pour ça que je vous invite vraiment à relire l'arrêté 2, puisque vraiment toutes les définitions sont vraiment de manière très détaillée apposées. Et puis, durant cette année 2022, il va y avoir des retours utilisateurs qui sont vous et moi sur l'amélioration du système pour qu'une 2023 soit plus facile à gérer. Espérons qu'il n'y aura pas beaucoup de retours. Donc, le mot d'ordre, vous l'avez compris, c'est former une équipe. C'est vraiment l'injonction positive du décret tertiaire. Il faut savoir s'entendre et s'organiser autour du nouvel objectif qui est l'énergie. Et les relations sont multiples. Comme c'est tout nouveau, ce sera à vous, à nous, d'organiser des écosystèmes qui marchent. Entre le preneur à bail et le bailleur dans un même bâtiment ou dans plusieurs, parce qu'effectivement, vous pouvez être locataire dans plusieurs bâtiments et avoir différents propriétaires. Un même propriétaire peut avoir plusieurs locataires, un même propriétaire être lui-même occupant. Et puis, vous avez des preneurs à bail qui sont sous des baux 369 et qui ne se sentent pas tout à fait concernés par un décret tertiaire qui est sur 10, 20, 30. De même, un propriétaire qui vend ses actifs et qui va se dégager de ses responsabilités alors que les locataires sont maintenus. Donc, il faudra vraiment veiller à l'habile agrégation de toutes ces bonnes volontés en travaillant, en définissant une gouvernance, une trajectoire, les responsabilités de chaque partie, les budgets à mettre en place et les actions de suivi qui vous permettent de dire nous avons atteint les objectifs chaque année demandés par opérate. Donc, c'est bien une redéfinition du contrat entre les propriétaires et les locataires avec la composante énergétique que nous sommes en train de parler. Pourquoi c'est aussi une problématique complexe? Parce que
outre les locataires, les occupants et les bailleurs, vous avez une pléthore d'acteurs qui vont intervenir dans la problématique bâtimentaire énergétique. Les fournisseurs d'énergie, les distributeurs d'énergie, les mainteneurs qu'il faudra aussi briefer par rapport aux vos objectifs énergétiques, les opérateurs et réseaux si vous avez des capteurs pour pouvoir mesurer les consommations, les institutions et données climatiques pour obtenir les bonnes données climatiques, les investisseurs et un suivi d'occupants. Donc, comment on va créer un cadre d'échange pour travailler ensemble? Nous, c'est notre recommandation de mettre en place un comité de développement durable dont on parlait, une gouvernance qui serait soit gérée par les propriétaires et locataires, soit par le propriétaire, soit par le locataire, soit par un tiers. L'intégration d'une annexe environnementale au bail, parce que ça redéfinit les objectifs et ça va peut-être définir les loyers, et ça, Thibaut, tu vas nous en parler. La visibilité, le partage des actions, la visibilité et partage des résultats, parce que chaque année, il va falloir recommencer et déclarer sur Opérat en fonction des objectifs définis. Et donc, désigner un représentant du bailleur, un représentant du preneur, peut-être un représentant de l'ensemble des preneurs, et définir la relation entre assujettis. On vous en a parlé surtout dans le décret, l'arrêté 2. On parlait beaucoup de mutualisation, c'est-à-dire quand une certaine partie de parc, certaines parties de bâtiments a atteint, enfin pas de bâtiment, de parc, a atteint des objectifs et que l'autre partie non, on peut mutualiser les résultats. Et cette mutualisation se fera d'autant mieux que toutes les parties prenantes s'entendent bien et qu'on ait une visibilité sur l'ensemble du parc. Donc, on avait mis quelques questions qui revenaient souvent, je vous ai déjà mis la réponse, mais qui revenaient souvent en disant entre le propriétaire et les preneurs à bail, qui doit déclarer l'unité foncière pour éviter les doublons sur Opérat? Et là, on y a répondu. Le propriétaire déclare son bâtiment et ses locataires. Il transmet les éléments à son locataire pour qu'eux-mêmes fassent leur déclaration. Par la suite, les autres occupants déclarent l'unité foncière assujettie. On en a déjà parlé. Une autre question que vous vous posez souvent, c'est si un propriétaire ne donne aucune information sur Opérat dans les délais requis, est-ce que les locataires peuvent être inquiétés de sanctions? C'est toujours vice-versa. Hein? Non, s'il y a des manquements, des agents de contrôle sont mobilisés, lesquels identifieront que c'est le propriétaire qui n'a pas répondu à ses obligations. Pour rappel, propriétaire comme locataire a l'obligation d'informer ses locataires de l'assujettissement au dispositif éco-énergie tertiaire. Et ça, c'est quelque chose que vous êtes en droit de demander et d'exiger dans les baux ou l'annexe environnementale dont va vous parler Thibaut tout à l'heure. Donc, on doit quand même s'entendre sur la transmission et déclaration des données. Et troisième question, dans le cas d'un bâtiment partagé, qu'en est-il des consommations des parties dites communes? En effet, eh bien, les parties communes, c'est le propriétaire qui doit s'en charger et qui doit prendre en charge la consommation liée à ces parties communes. Et tout ça, on le consigne dans une annexe environnementale, n'est-ce pas Thibaut? Oui, donc je reviens sur le grand principe que j'évoquais tout à l'heure, celui de la liberté contractuelle. Encore une fois, je radote, mais c'est important de le rappeler, les parties sont libres de s'organiser comme elles l'entendent dans le contrat. Et donc, ce contrat, ça peut être le bail, hein, puisqu'on s'est posé la question de savoir si le décret tertiaire pouvait être, si des stipulations spécifiques pouvaient être glissées dans le bail. La réponse est oui, mais le bail n'est pas le lieu, on vient de le voir, hein, le décret tertiaire se traduit par la mise en place d'un programme d'action qui a une dimension très technique, et le bail n'est pas nécessairement le lieu de tel développement sur des aspects techniques. Et donc, dans le bail, bien souvent, on va évoquer évidemment le sujet du décret tertiaire, mais on va l'évoquer sur sous des grands traits, sous des aspects de responsabilité un petit peu générale. Je prends un exemple.
dans certains baux, il est prévu que tout ce qui relève du décret tertiaire sera assimilé à des travaux de mise en conformité et que du coup, comme ce sont des travaux de mise en conformité, ils seront répartis entre les parties conformément à la clause du bail qui évoque la question des mises en conformité. Donc on peut prévoir ce type de grand équilibre où on peut aussi prévoir que le bailleur se décharge totalement sur son locataire du respect des objectifs, voilà, de la mise en place d'un programme d'action. Dans l'absolu, c'est possible sous certaines réserves, évidemment, notamment celle des grosses réparations prévues par l'article 606 du Code civil que l'on ne peut pas répercuter sur son locataire. Mais voilà, tout ça pour vous dire que le bail n'est évidemment pas muet concernant le décret tertiaire, mais c'est bien souvent voilà, dans une annexe au bail qu'on va évoquer, c'est dans cette annexe qu'on va évoquer, qu'on va dérouler le programme d'action sur lequel les parties se seront entendues. Et donc, Thibault, si je comprends bien, il va falloir rajouter des annexes à tous les baux courants. Oui, alors, encore une fois, ce n'est pas prévu par la loi, enfin par la loi et le dispositif en son entier. Le dispositif du décret tertiaire n'impose pas aux parties une nouvelle annexe au bail. Mais en revanche, on se rend compte que pratiquement, c'est comme ça que ça fonctionne le mieux. Voilà, dans le bail, on va fixer les grands équilibres en termes de répartition des responsabilités. Et ensuite, on va renvoyer une annexe s'agissant du détail de ce programme d'action qui aura été retenu par les parties. Et donc, j'en arrive là, enfin pardon pour cette introduction un peu longue, mais à l'annexe environnementale. En fait, on s'est posé la question de savoir si des outils contractuels existants seraient susceptibles de faire office de bonne base de travail. Ouais. Et l'annexe environnementale fait partie de ces bonnes bases de travail. Donc, l'annexe environnementale, c'est un outil contractuel qui, pour le coup, est imposé par la loi dans un contexte un peu différent. Ça date de la loi Grenelle 2 de juillet 2010, qui oblige en fait, qui oblige les parties à annexer une telle annexe aux baux conclus ou renouvelés portant sur des locaux de plus de 2000 m² à usage de bureaux ou de commerce. Donc, on y est un peu, si vous voulez, on retrouve notre usage de bureau, enfin, on retrouve une dimension tertiaire, sauf que le seuil est un peu différent. Et ensuite, on se rend compte que cette annexe environnementale, elle résonne bien avec tout ce qui vient d'être dit en termes de mutualisation, coopération, donc, programme d'action. Ça veut dire que ceux qui avaient l'annexe environnementale, eh bien, ils peuvent l'updater. On peut. Alors, et ceux qui ne l'avaient pas, ils doivent la créer. Dans le cas du décret tertiaire. En s'en inspirant, évidemment, sans obligation, encore une fois. Mais effectivement, l'annexe environnementale, si elle existe, peut être un bon outil pour y insérer des stipulations spécifiques sur le décret tertiaire. Et si on n'est pas si on ne répond pas au seuil des 2000 m² qui est prévu pour cette annexe environnementale, on peut aussi s'y référer spontanément pour dérouler le programme d'action. Et donc, on se rend compte, voilà, que, je reviens sur cette annexe environnementale, on se rend compte qu'elle répond bien aux objectifs du décret tertiaire, puisqu'on voit, voilà, les textes parlent d'une communication mutuelle de toute information utile relative aux consommations énergétiques. Et ensuite, tu peux passer sur la... Ouais, super. Donc voilà, on voit qu'il y a une vraie communication des données de consommation qui découlent de cette annexe. Ça va même un peu plus loin. Voilà, il y a les données, il y a les flux, il y a la description des équipements. Et ensuite, c'est le dernier paragraphe, là, c'est cet article D174-21, peu importe sa numérotation, où on nous dit les parties établissent selon la périodicité qu'ils fixent un bilan de l'évolution de la performance énergétique et environnementale du bâtiment. Et sur la base de ce bilan, elles vont s'engager sur un programme d'action visant à améliorer la performance énergétique et environnementale du bâtiment. Donc voilà, tout cela pour dire que l'annexe environnementale, c'est un outil qui a maintenant plus de 10 ans, mais dont on peut se servir pour y intégrer voilà, tout ce qui découle du décret tertiaire. Alors, rapidement, comment de façon pragmatique cela se déroule? Je vois l'heure qui passe, on s'était vraiment engagé pour ne pas dépasser 45, je pense qu'on va aller à 47. Donc, on va recenser les équipements.
Ensuite, on va fixer un comité mixte de suivi du bail vert, puisque finalement, cette rédaction de l'annexe environnementale, qu'elle soit déjà présente ou qu'elle soit nouvelle, va vraiment vous aider à organiser dans le temps, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est sur du 8 ans, on est sur 2022 à 2030, et puis ensuite sur des temps très longs, les actions de chacun et les conditions de réalisation des actions de chacun. Et l'engagement sur le programme d'action. Quel objectif, quel engagement mutuel et quel calendrier, comment faire le bilan, quel périmètre, quelles préoccupations. On a essayé de vous mettre toutes les questions possibles auxquelles il va falloir penser dans la rédaction de cette annexe ou ce bail vert. Le comité de développement durable ou la gouvernance que vous choisirez, comme évoqué précédemment, doit être absolument composé de l'ensemble des parties prenantes, qui sont les représentants des bailleurs, les preneurs, peut-être la société chargée de la gestion de l'immeuble par le bailleur, la maintenance, parce que ce sont finalement des acteurs externes aux preneurs à bail ou aux bailleurs, mais qui sont vraiment partie prenante du projet et qu'il va falloir embarquer également. Et puis toute autre personne que les parties considèrent comme utile. Donc vraiment, sur cette slide, vous avez les questions et quelques rôles importants à mettre dans votre annexe. Thibaut, tu voulais prendre la parole? Je ne résiste pas à l'envie de faire 3 remarques complémentaires, même si la slide est complète. La première remarque, c'est que, et là je m'adresse plutôt aux juristes, c'est qu'évidemment, vous l'avez compris, cette annexe, si on la fait bien, elle revêt une dimension technique qui est très importante et elle ne s'improvise pas, le juriste ne peut pas s'improviser rédacteur d'une telle annexe. Il a besoin de s'adosser sur un prestataire technique qui va l'aider à bâtir un programme d'action cohérent. Et de mesure. Voilà, tout à fait. Ça, c'était la première remarque. La deuxième remarque, c'est qu'il faut bien penser, et c'est la difficulté de l'exercice, c'est que donc par définition, il s'agit d'une annexe au bail. Et donc, c'est une annexe qu'il faut impérativement connecter au bail. Il ne faut pas que des clauses divergent entre ce qui est prévu dans le bail et ce qui est prévu dans l'annexe environnementale. Je vous dis ça parce que on se rend compte que c'est assez souvent le cas, puisque les annexes environnementales sont rédigées, sont postérieures, et sont rédigées parfois par d'autres rédacteurs qui ne se sont pas penchés sur le bail. Et donc, il peut y avoir des incohérences qui peuvent vraiment être un frein, voire entraîner une impossibilité d'application de l'annexe. Et dernière remarque, donc on l'a vu, il y a des sanctions qui sont attachées au non-respect, des sanctions administratives qui sont attachées au non-respect des objectifs. Il ne faut pas hésiter non plus, par exemple, si un bailleur veut imposer des objectifs, tient à ce que son locataire fasse le nécessaire pour atteindre les objectifs, il ne faut pas hésiter à assortir l'annexe environnementale de sanctions particulières, de sanctions contractuelles, pour que les choses se déroulent le mieux possible. Donc, très rapidement, là, je vous ai mis toutes les responsabilités classiques de chaque partie prenante à mettre dans les annexes environnementales. Et puis, les programmes d'action avec les différentes étapes de programme d'action, sensibilisation et communication, parce qu'il s'agit avant tout d'un projet et d'un projet d'équipe et d'une organisation à mettre entre différents acteurs. La mesure et l'évaluation, comme disait Thibaut, essentielle pour voir si on est dans la bonne trajectoire et qu'on va atteindre ces fameux objectifs définis par Opérat. L'exploitation de pratiques vertueuses, effectivement, si quelque chose marche, la garder en mémoire, l'appliquer. On est sur un multi-bâtiment. Si vous avez un seul bâtiment avec 3 locataires, ok. Mais si vous avez 100 bâtiments avec des centaines de locataires, peut-être un bâtiment est plus vertueux que l'autre et il faut savoir saisir ces pratiques vertueuses. Des dispositions technico-économiques, la mesure, le pilotage et la mesure, et la certification et les labels. Vous pouvez vous lancer si vous êtes une entreprise dans l'ISO 50001, même si vous êtes une grande collectivité. Et on va parler aussi des audits d'ADU qui seront obligatoires, qui sont obligatoires à partir de 2022 si vous êtes une entreprise de plus de 250 personnes avec 50 millions de chiffre d'affaires. Ces audits-là obligatoires font rentrer dans ces éléments de trajectoire et de mesure et de pilotage du décret tertiaire. Donc, très rapidement par rapport à ces clauses,
On finit sur les outils techniques, on en a parlé, de dire ben, finalement quel va être l'outil transactionnel entre les propriétaires et les locataires ben, pour justement vérifier les différentes consommations. Au-delà de Opérat, qui n'est un rendez-vous, on va dire, annuel, il va falloir pouvoir mesurer pour déclarer. Et la facture ne suffit pas. Mais ça, je pense que vous le savez. Donc, il va falloir trouver des outils de mesure. Alors, ça peut être le nôtre comme ceux de nos concurrents, pour pouvoir justement s'appuyer sur un tiers de confiance de mesure pour travailler avec les locataires aux différents objectifs. Je vous ai mis les éléments de consommation qui permettent justement de mesurer l'ensemble des consommations, des factures, des index, des compteurs, des sous-compteurs pour séparer les surfaces quand par exemple il y a des locataires différents, ou alors quand il y a du primaire. Par exemple, on nous pose souvent la question, mais j'ai une serre dans mon bureau, est-ce que je peux la sortir? Bien sûr, vous pouvez la sortir parce que c'est du primaire. Donc, il va falloir isoler cette consommation-là et prouver qu'elle ne fait pas partie des éléments de la surface assujettie. Et puis, effectivement, travailler dans les historiques, les cas de changement d'activité d'un site. Parmi les acteurs, l'énergie manager va être un tiers de confiance, comme évoqué, parce qu'il va travailler sur les contraintes techniques, les contraintes architecturales et patrimoniales, les bâtiments, l'activité exercée dans le bâtiment et le volume et la fréquentation justement de ce bâtiment, et les coûts manifestement disproportionnés par rapport aux économies attendues. Et là, on pense à je l'ai dit tout à l'heure, aux modulations d'objectifs dont parle l'arrêté 2, où on va devoir justement dire finalement c'est impossible d'atteindre, les coûts sont disproportionnés pour atteindre les économies générées. Ça, il va falloir le faire au niveau d'un parc, donc bâtiment par bâtiment, et donc travailler avec des acteurs techniques pour pouvoir justifier. Quelquefois, les objectifs sont atteignables et d'autres fois, le sont pas. Bon, ça, on en a parlé. On parlera peut-être des dossiers techniques de façon plus développée quand on parlera de la modulation le 19 mai, quand on parlera de l'arrêté 2. Donc, je vous invite vraiment à venir nous rejoindre le 19 mai. Et puis là, je vous ai mis à l'écran les suivis des trajectoires du décret tertiaire. On peut tout à fait faire des scénarios pour savoir quelle année on peut, par exemple, atteindre les objectifs avant 2030. Et là, si on a atteint les objectifs avant 2030, c'est formidable, on a tout atteint avec les valeurs cibles ou les valeurs absolues. Donc, en conclusion, les parties prenantes forment une équipe commune. Il y a vraiment deux dimensions dans le décret tertiaire. Elle n'est pas seulement technique, c'est aussi juridique pour caractériser une relation fluide et pérenne. Et on parle effectivement de cet ensemble d'acteurs qui doivent travailler encore plus ensemble, parce qu'ils travaillent déjà ensemble, mais là, on leur rajoute finalement un objectif commun. Et puis, chaque partie a un intérêt au-delà des obligations réglementaires, au-delà de l'explosion du prix de l'énergie qui n'a échappé à personne, au-delà de la performance extra-financière, il y a de la responsabilité sociétale, de plus de sobriété énergétique dans ces bâtiments. Et voilà, donc Thibaut et moi-même, nous sommes à votre écoute pour vos questions. Alors, effectivement, quelques questions qui viennent suite à ce webinaire. La première, bonjour, vous évoquez la sortie du dispositif des années 2020 et 2021. Pouvez-vous préciser? Est-ce que cela veut dire que ces années ne doivent pas être déclarées? Et comment on fait si l'une d'entre elles est notre année de référence? Alors, 2020 et 2021 ne peuvent pas être années de référence, mais elles doivent être déclarées. Les années de référence doivent se prendre entre 2010 et 2019. En revanche, si les constructions sont postérieures, il faudra le noter. Et là, Opérat détermine
Donc, on note l'année de construction et là, Opérate va déterminer les objectifs en fonction de l'année de construction. Je pense qu'il faut pour cela s'inspirer du règlement RT 2020. Mais 2020 et 2021 sont des années à déclarer et ne peuvent pas constituer une année de référence. Pour l'instant. Merci. Alors, seconde question, les activités de développement et de logistique de l'industrie sont-elles assujetties à la loi? Équipementiers automobiles et constructeurs sont-ils concernés? Alors, il y a deux questions dans votre question. Eh bien, ce qui sera concerné, c'est la partie tertiaire présente dans l'ensemble des bâtiments de ces industries. Puisque dans les industries, vous avez une partie consacrée à l'industrie et une partie consacrée au service ou à l'activité de bureau ou l'activité tertiaire. Et ces parties-là sont concernées par le décret. On n'a peut-être pas insisté sur ce point suffisamment insisté sur ce point tout à l'heure, mais effectivement, en cas d'usage dit mixte, donc et de cohabitation sur un même site d'activités de nature différente, la loi oblige à ne tenir compte évidemment que des surfaces qui relèvent qui sont excusez-moi, dédiées à l'usage tertiaire, et toutes les autres, on les exclut évidemment. Cela dit, vous parliez d'équipementier, tout ce qui va être atelier de réparation est assujetti, ouais. Et certains locaux logistiques également. Tout va dépendre du type d'entreposage. Mais cela, si vous voulez une réponse vraiment très technique sur la logistique, nous ferons un plaisir de vous répondre en direct par mail. Très bien. Les nouvelles constructions sont donc en valeur absolue? Absolument. Ah oui. Alors, une question. Il faudra vraiment consulter dans les deux arrêtés de quelle construction il s'agit, de quel code NAF vous dépendez et de quel usage vous avez. Très bien. Pardon, Nathalie, je t'ai coupé. Pas de souci. Les parkings gratuits sont-ils assujettis? Alors, les parkings gratuits, alors là, c'est la question à 1 000 €. Ça dépend, ça dépasse. Alors, si les parkings ne sont pas couverts, ils ne relèvent pas du code de la construction, ils ne relèvent pas de l'assujetti, ils ne sont donc pas assujettis. Si les parkings sont couverts, ils sont la surface de consommation, mais ils ne sont pas assujettis. Maintenant, est-ce que les parkings gratuits municipaux, ils ne sont pas assujettis? Ou si le parking de l'entreprise fait partie de la surface de consommation d'énergie, mais n'est pas assujetti. En revanche, s'il est couvert, il fait partie de l'assujettissement. Très bien. Mais le parking, ça occasionne 3-4 réponses dans le FAQ que je vous invite à aller consulter sur le sujet. Ce n'est pas évident. Pour l'instant, et ce que dit l'arrêté 2, c'est que les parkings font partie de la surface de consommation énergétique, mais ne sont pas assujettis quand ils sont liés à une entreprise ou une collectivité. Merci. Une question un peu plus pour Thibaut. Pouvez-vous faire un bilan de la jurisprudence sur les annexes vertes signée depuis 2013? En fait, la jurisprudence est quasi inexistante dans la mesure où l'annexe environnementale ou bail vert, peu importe la manière dont on l'appelle, était très peu utilisée, ou en tout cas était utilisée de manière minimale, puisque non assortie de sanctions. Donc, bien souvent, voilà, les parties faisaient le strict minimum en se bornant à prévoir une communication mutuelle et annuelle d'informations relatives à la consommation énergétique,
mais ça n'allait pas plus loin, et donc si bien que voilà, le sujet a donné lieu à très peu, sinon pas du tout de jurisprudence. À vérifier, hein, mais voilà, il n'y a pas de décision notable en tout cas. Que les bagarres qui font avancer le droit. Oui, et encore une fois, l'annexe environnementale, voilà, pour la rendre efficace, je parlais de sanctions, ce n'était pas forcément dans un esprit dissuasif, hein, mais je pense qu'il faut, enfin, voilà, il faut la connecter au bail et évidemment bah, prévoir que la partie récalcitrante ou défaillante sera responsable d'une non-atteinte de l'objectif. Et là, on aura peut-être de la jurisprudence. Quand il y a dénonce, quand on dénonce le contrat. D'accord. Question suivante. Les travaux d'isolation de la structure des bâtiments, poste majeur pour atteindre les objectifs, pourront-ils être considérés comme relevant de l'article 606 ? Alors, est-ce que vous pourrez répéter la question? Oui, alors les travaux d'isolation de la structure des bâtiments, qui est donc un poste majeur pour atteindre les objectifs, pourront-ils être considérés comme relevant de l'article 606 ? Oui, alors l'article 606, enfin, la notion de grosse réparation, pour le coup, c'est une notion qui fait l'objet d'une jurisprudence extrêmement fournie, hein, et donc il faudrait s'y pencher en détail. Mais en tout cas, oui, dès que les travaux impactent la structure du bâtiment, il est probable qu'ils soient assimilés à des travaux dits à des grosses réparations. Et donc, grosse réparation, qui dit grosse réparation, dit travaux non susceptibles d'être répercutés sur le locataire. Mais réponse à affiner, hein, évidemment, puisque voilà, cette notion de grosse réparation, elle est assez complexe. C'est souvent une question qu'on pose sur qu'est-ce que le locataire va devoir supporter de façon globale dans ses charges dues au décret tertiaire. Oui. Et nous, dans la pratique, hein, les contrats que nous sommes en train de rédiger, en fait, très clairement, enfin, dans ces contrats, le locataire a une position assez régulière qui consiste à dire qu'il est prêt à assumer certaines choses, mais pas des travaux. En gros, c'est un peu le... Donc, tout ce qui est pratique, bonne pratique, adaptation des locaux à un usage économe, ça, les locataires sont prêts à l'entendre. Ils sont beaucoup plus récalcitrants à l'idée d'assumer voilà, des travaux qui impactent la structure de l'immeuble, car ils estiment voilà, qu'ils ne sont que locataires et donc que ce sont des travaux qui doivent être assumés par le bailleur. Mais encore une fois, tout est possible, sauf voilà, ces réserves liées à la question de savoir si tel ou tel travaux relève ou pas de 606. Et voilà globalement comment je peux répondre à la question. Merci Thibault. Les haies de marché couvertes sont-elles concernées par le décret? Oui, c'est des espaces de commerce. Donc, en effet, maintenant, est-ce que les halles de marché couvertes utilisent de la consommation énergétique? Oui, d'électricité, je suppose. Oui, mais elles sont, oui, absolument. Elles sont même dans l'arrêté 2, puisque tous les éléments commerce sont précisés. Alors, quelqu'un qui nous dit il n'existe pas. À partir du moment où ça relève de la construction, c'est concerné. Oui. Si c'est du marché à air libre, ce n'est pas concerné. Si c'est du provisoire, ce n'est pas concerné. D'accord. Alors, une question avec un aspect un peu plus juridique. Les baux investisseurs triple net sont-ils toujours légaux? Orpinel. Non. Alors après, moi, je suis pas un spécialiste des baux, hein, mais je travaille sur ces sujets avec une consoeur qui est spécialisée en la matière. À ma connaissance, mais voilà, c'est la connaissance d'un avocat environnementaliste, on va dire, les baux triple net ne sont plus véritablement possibles dans la mesure où aujourd'hui un bailleur ne peut plus
répercutait tout et n'importe quoi sur son locataire. Triple net signifiait, voilà, c'est que le locataire assumait l'intégralité des travaux et dépenses et charges liées à l'immeuble. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. On a évoqué tout à l'heure la réserve de l'article 606, des grosses réparations. Donc voilà, la donne a changé depuis la loi Pinel, effectivement, sur ce point. Et à tel point que dans la pratique, les rédacteurs de baux se livrent à des espèces de parades, si je puis dire, pour essayer quand ils sont dans la position du bailleur, par exemple, il y a beaucoup de baux aujourd'hui qui prévoient que les grosses réparations sont susceptibles d'être supportées par le locataire si elles relèvent de son activité et ou de ses aménagements. Alors c'est prendre, enfin c'est s'écarter un petit peu de ce que dit la loi, hein, qui ne distingue pas. Mais en tout cas, voilà, on sent dans la pratique une rédaction des baux qui évolue pour tenir compte justement de ces sujets un peu plus spécifiques. Merci. Alors, une question en ce qui concerne les supermarchés. Donc, il n'existe toujours pas de précision sur les indicateurs d'usage pour les commerces supermarchés dans l'arrêté valeur absolue 2. Avons-nous une nouvelle date de publication de l'arrêté 2 au complet? Non, mais il est vraisemblable qu'il y en aura quelques-unes modificatives dans ce prochain mois, effectivement, pour ajouter des précisions, effectivement. Mais on n'a pas d'infos spécifiques. Je n'ai pas d'infos à ce jour spécifiques sur le sujet. Mais bon, il est d'usage que l'arrêté se complète au fur et à mesure. D'accord, très bien. Alors, une dernière question peut-être. Comment mixer deux câbles différents? Par exemple, le câble d'une partie de bureau avec le câble d'une partie stockage, le tout dans la même entité. Est-ce qu'on fait une moyenne avec coefficient en fonction de la surface? Je parle du cas où nous n'avons pas de sous-comptage de chaque partie. Oui, c'est pourcentage proportionnel à la surface, oui. Très bien, je pense qu'on a à peu près fait le tour des questions. Alors, non, il en reste une dernière. Il y en a une dernière, pardon. Alors, une question concernant la répartition des charges entre le propriétaire et l'occupant dans le cadre d'une mise à disposition immobilière entre collectivités publiques et où l'État exerce le principe de quasi-propriété. Alors là, il faudrait qu'on en sache un petit peu plus pour voir. En tout cas, on n'est pas en pareil cas, on n'est pas en matière de bail commercial. Ouais. Donc, on ne se heurte pas aux limitations qu'on évoquait tout à l'heure. Mais voilà, une fois que j'ai dit ça, je sais pas. En fait, tu m'as toujours dit que pour pouvoir. Il faut toujours un bail au départ. Donc, est-ce qu'il y a un bail déjà au départ? Ou est-ce que c'est une mise à disposition sans bail? Peut-être qu'on prendra contact avec la personne, je ne sais pas si elle est toujours connectée. Parce qu'effectivement, tout commence par le bail. Tout commence et finit par le bail. Et d'ailleurs, on tombe sur l'expression qui n'est pas jolie, hein, qui à chaque fois me hérisse le poil. Me hérisse le poil, l'expression preneur à bail, qui est en fait une expression moche pour parler du locataire. Mais donc, c'est vrai que c'est la condition sine qua non. Hein. Il faut qu'il y ait un bail pour que, voilà, pour que l'histoire commence. Ouais, tout à fait. Donc, pas de bail, pas de chocolat. Alors, il s'agit d'une. Alors, la réponse, il s'agit d'une mise à disposition organisée par la loi CGCT et donc aucun bail ou convention. Ouais. Donc, pas sûr qu'on tombe, pas sûr. Enfin, voilà, réponse un peu de principe, hein, mais pas sûr. Mais c'est quelque chose qu'on va peut-être poser à Marc Leroux, le concepteur du décret tertiaire. Ouais. Cela dit, il y a toujours le bail est central, mais c'est vrai que c'est une question qui revient souvent, la mise à disposition. Mais souvent, la mise à disposition ont une convention quand même, qui fait office de bail, mais là, pas de bail.
Donc, je ne sais pas si ça déclenche le fait qu'il y ait des occupants. Donc, tout est au On propriétaire. reviendrait vers Le vous propriétaire est avec plus de considéré comme précision. occupant à ce moment. Affiné. Affiné. Bon, eh bien, écoutez, nous étions ravis d'animer ce webinaire. Pour ma part, je vous donne rendez-vous le 19 mai pour éplucher eh bien, l'arrêté 2, qu'on n'a pas encore fini d'éplucher, je vous avoue, mais qu'on lit attentivement tous les jours pour y débusquer une finesse. Nous avons été ravis avec Thibaut d'animer ce webinaire. On vous dit à la prochaine. Très bonne journée à vous. Au revoir. Au revoir. Merci à tous.